Tu sais, il y a des choses, des fois, quand tu as atteint un certain niveau de conscience sur des choses, tu peux pas faire marche arrière, en fait. La vie suit son cours, et un jour, changer tout. L'éveil de la conscience, voilà encore une source de profonds changements au cœur même d'une existence. L'éveil des consciences, dit-on, au niveau d'une société. Prenez par exemple le mouvement #MeToo, qui a durablement, espère-t-on, modifié la façon dont les rapports hommes-femmes étaient envisagés et vécus jusqu'à son avènement. Qu'on le veuille ou non, les choses ont changé, si ce n'est en acte, du moins dans la parole, et ce qui se disait ou s'opérait avant ne peut et ne doit plus avoir cours, en toute impunité, que l'on soit puissant ou misérable, pour reprendre une expression consacrée. L'éveil de la conscience sur le plan même de l'existence et du regard posé sur sa façon de vivre, c'est en ces termes que Noël Ambre en Martinique qualifie les changements intervenus dans sa vie, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. D'une jeune femme fêtarde et insouciante à la femme consciente sur le plan social et environnemental, bien des processus ont été à l'œuvre pour Noël Ambre au cours de ces années d'expérience, d'expérimentation, de vie. Noël Ambre, une rencontre signée Federica en Martinique. Vous écoutez le podcast Changer tout. Alors, Noël Ambre, Olivier. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que j'ai trouvé mon Ikigai. Le concept d'Ikigai, je suis complètement alignée avec mes compétences, ce que j'aime faire et les missions dans lesquelles je suis engagée, donc que ce soit au niveau professionnel ou associatif, je suis complètement alignée. Quelle était ta vie d'avant ? À quoi ressemblait-elle ? Je suis née, j'ai grandi en Martinique, j'ai fait mon lycée au lycée Schellcher. Et quand je suis arrivée au lycée, autant au collège c'était compliqué, mais au lycée j'étais niaise. Niaise, j'avais scooter. Ma mère a toujours organisé des soirées, donc naturellement, je me suis mis à organiser des zouks quand j'étais en seconde. J'étais bien entourée avec une équipe de yéyés voyous, donc j'avais les DJ et tout ça. Donc oui, quand j'étais au lycée, je faisais des zouks à l'époque, qui étaient un peu prisés, quoi, des gens de ma génération. Je continuais à rencontrer des gens qui me disaient « Ah, je vais aller danser chez toi quand on était au lycée !» Voilà, donc j'étais bien dans le moule, dans un petit rail, avec les vêtements qui vont bien, le polo Lacoste, les Sebago. Ma mère était fonctionnaire. Je sais même pas comment est-ce que je me suis retrouvée à l'époque le IAM, qui était l'école de commerce. L'école de commerce qui s'appelle maintenant l'OGC, parce que j'avais pas envie de partir, que j'avais fait un bac économique et que j'avais pas envie d'être fonctionnaire. Mais ma mère était super cool, tu vois, donc j'avais pas de pression. Mon père un peu moins, mais lui artisan, donc j'avais pas de pression sur le métier que j'allais faire. Je sais quand j'étais au lycée, j'étais tout le temps à moto, il me dit ouais, votre cadre drivé, je peux parler créole? Bien sûr. Votre cadre drivé à moto, tu n'auras jamais ton bac. À tel point que quand j'ai eu le bac, j'ai même l'impression que lui avais montré que j'avais été capable d'avoir le bac et que du coup, il m'a jamais félicité ni quoi que ce soit. Bref, mon père. Donc voilà, j'ai eu mon bac et puis je suis allée à l'EIAM à l'époque qui était assez récente, donc qui était encore gérée par le fondateur, qui avait une vision de l'éducation, vraiment, tu vois, qui était plus une vision autour de l'expérience. Donc c'est ça qui m'a donné peut-être cette notion d'envie de découvrir, parce que j'avais pas tant voyagé que ça avec mes parents. On allait en France, mais pas plus que ça. On a fait des missions internationales. J'ai vécu des choses assez extraordinaires. Et j'étais déjà un peu rebelle dans l'âme, parce que quand la chambre de commerce a racheté le IAM, on avait une formation de cadre supérieur dans la pratique, mais le diplôme n'était pas reconnu par l'État. Et la chambre de commerce arrivait avec un diplôme de cadre moyen, je sais pas quoi, machin. Et il y avait la possibilité. Ils ont racheté l'école de Martinique, mais pas la succursale de Paris. Donc moi, j'ai fait partie des dissidents, déjà, à l'époque, qui sont partis à Paris. On n'était pas très nombreux. Il y avait une 3e année, une 4e année. Donc j'ai fait ma 3e année à Paris. On était 7 dans la promo. Et là, on a été encore plus, justement, formés à
C'est l'expérience qui compte en fait. C'est l'expérience et le réseau, ça c'est super important. Et ça a été un fil rouge pendant toute ma vie qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Plutôt que les connaissances. Les connaissances, elles sont là, on y a accès. Il y a les livres aujourd'hui, on a Internet, l'intelligence artificielle. Donc c'était plutôt l'expérience et l'école, on avait une mission chaque année. La mission était justement basée sur l'expérience d'aller vivre une expérience de chef d'entreprise à l'étranger. Donc ça, c'était un jalon dans ma formation quand même et dans ma formation de la personne que je suis aujourd'hui, je pense. Et puis école de commerce, donc avec la possibilité de monter une entreprise ou d'être dans le business en fait. Je sais pas si c'était de l'ambition. J'étais carpe diem. J'étais vraiment une bonne vivante en fait. Donc je profitais de la vie. J'ai pas, et comme mes parents n'étaient pas dans le monde de l'entreprise, tu vois, j'ai beaucoup dit ça à un moment. Parce que ma dernière mission de 4e année, je l'ai faite à Los Angeles. Et je pense que si j'avais eu des parents qui avaient des sous et qui étaient dans le monde de l'entreprise, j'aurais monté une chaîne de délivrance à Los Angeles et aujourd'hui, je serais peut-être entière, je sais pas quoi, millionnaire, mais en fait, ça me fait pas plus rêver aujourd'hui. À quel moment avez-vous ressenti la première fois qu'il vous fallait tout changer, ou tout au moins commencer à changer quelque chose dans votre vie? C'est ça, alors c'est là qu'on arrive sur mon premier boulot, en fait, où j'étais responsable de secteur commercial pour le PMU, le Paris Mutuel Urbain. Et donc, j'ai géré le réseau Martinique, mais quand j'ai pris ce boulot-là, il m'a posé la question à l'entretien, est-ce que ça me pose un problème de conscience? Moi, je voulais juste travailler. Donc, j'ai travaillé 9 ans au PMU, et puis et j'en ai profité, parce que justement, j'avais les moyens de voyager. Je surfais à l'époque, donc les surf trips dans le monde entier. J'ai fait un congé sabbatique pour faire le tour du monde des vagues, aller surfer et faire la fête en Australie, au Costa Rica, partout. Et puis, à un moment, quand je suis revenue de mon congé de sabbatique, où j'avais, tu vois, j'étais en contact avec d'autres cultures, d'autres choses, je suis revenue et puis il y avait eu des changements, il y avait eu des négociations avec les points de vente, parce que je gérais les réseaux de points de vente, où ils s'étaient fait arnaquer, en fait, les géants de réseau. Et la personne qui m'avait remplacé n'avait pas vu ça. Quand tu gères un réseau avec des gens dont tu es proche pendant des années, tu as une relation avec les gens, tu vois. Enfin, voilà, ça commence à me poser problème de conscience, en fait, tu vois, de pousser les gens à jouer, de faire des animations. Un jour, à Basse-Pointe, il y a un parieur qui m'a insulté parce qu'il voulait, je faisais une animation, il voulait un stylo. Et j'ai dit, mais non, mais pour avoir le stylo, il fallait qu'il joue un jeu bien particulier. Et je l'ai injurié. Et là, je me suis dit, ah non, mais il faut que j'arrête de cracher dans la soupe. Et c'est pas possible, en fait. Et puis, c'est bien tombé, puisque la vie est merveilleuse. Il y a eu un plan social, donc je suis plus partir du PMU avec ce plan social, mais j'avais encore des paillettes dans les yeux, tu vois. Je me suis, à l'époque, dit, j'ai plus envie de travailler dans ce milieu avec des gens qui rêvent qui ont pas d'argent et qui rêvent d'en avoir grâce au jeu, mais plutôt d'aller travailler avec des gens qui ont de l'argent. Donc, je suis partie très vite. Est arrivée une opportunité d'avoir une agence d'événementiel, travailler pour la haute couture, avec la haute couture. Et j'ai commencé, tu vois, c'est les premiers signes de l'univers où tout ça aligne, en fait. Tu vois, j'ai vécu des choses assez magiques pendant qu'on travaillait sur ce truc. J'étais en contact avec l'agent de Noémie Campbell qui veut devenir, j'organisais une fashion party, tout ça. Et c'était à s'aligner avec des synchronicités. Et puis, tout s'est très vite effondré, en fait, cette espèce de mirage. Ça s'est effondré. C'est moi, pareil, qui portais l'équipe du projet. Tout s'est arrêté d'un coup. Bon, c'était dur, tu vois, tu restes au fond du lit. Tu restes au fond du lit pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'était quand même une période difficile, mais voilà, c'est un truc qui te renforce, qui t'enrichit, qui te permet de prendre conscience de certaines choses. Donc j'ai pris le temps, tranquillement, justement de me réaligner, de savoir ce que je voulais vraiment. J'ai quand même continué à faire d'événementiels festifs parce que j'avais ça en moi et j'aimais encore la fête et que j'avais un ami qui avait des restaurants prisés et puis j'ai eu l'opportunité de lancer un grand restaurant de la place. Aujourd'hui, je vais pas le citer, on va pas faire de publicité.
mais de lancer ce resto. Et puis, doucement, en étant dans l'événementiel, tu vois, j'ai commencé à m'orienter vers le culturel, faire de la programmation de musique live. Et puis est arrivé le Jardin des Papillons. J'ai géré le Jardin des Papillons pendant 2 ans. Jardin des Papillons, qui est un jardin expérimental où on commençait à vulgariser des solutions fondées sur la nature. Et là, j'ai pris une claque de prise de conscience de l'urgence de l'état de la planète et de l'urgence de notre changement d'attitude et de comment est-ce il faut qu'on arrête d'exploiter la nature et qu'on apprenne de la nature. Donc, on avait des projets comme donner des ailes à votre jardin où les gens repartent avec des plantes pour que ils aient des papillons chez eux. Le papillon est un pollinisateur, tu vois. Donc, dans ce sens-là, on faisait de la phytorémédiation, donc du traitement des eaux usées par les plantes. Enfin, il y a eu toutes ces premières notions qui sont arrivées. Avec le recul, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment là que vous avez pris la décision de changer tout? Oui, je pense que c'est vraiment cette expérience au jardin. Après, j'avais déjà quelques notions aussi au niveau géopolitique. J'aime à dire que mon innocence a été dépucelée parce que j'avais un ami qui était à l'EIAM avec moi et qui avait continué ses études et qui est consultant au niveau international, qui m'a enlevé toute mon innocence sur le fonctionnement de la géopolitique en général. Donc, j'avais déjà ça et effectivement, l'expérience au jardin a fini d'enfoncer le clou. Donc, après ça, j'ai eu toute une période où j'étais très engagée. La vie donne du sens à la vie puisque j'ai arrêté de faire des soirées le jour où j'ai arrivé à arrêter la pluie. Federica, j'avais un concept de soirée où c'était underground, mais ambiance discothèque à ciel ouvert. Et on arrêtait la pluie. Et le jour où j'ai pas réussi à arrêter la pluie et que j'étais obligée de déplacer la soirée et qu'en plus on a juste payé les frais et que j'ai rien gagné et qu'il y a quelqu'un d'autre très connu de la place qui lui faisait des soirées, mais un peu pas en mode des soirées VIP entre guillemets, mais enfin on se retrouve dans une soirée, on a les pieds dans la boue, c'est pas éclairé. Et le mec me dit oui mais bon c'est pour cochon. Je me suis dit, ok, il faut que j'arrête de donner de la confiture au cochon, il faut que je passe à autre chose. Ma conscience a changé et est arrivée Nuit debout. Je pense que Nuit debout, c'est vraiment l'acte fondateur, en fait. Quand Nuit debout a commencé en France, j'étais déjà entourée de gens qui avaient une conscience et j'ai une copine qui m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On lance Nuit debout. Et on s'est retrouvés avec une équipe de gens conscient et motivé à faire Nuit debout sur la savane à Fort-de-France en Martinique. Et ça a été vraiment, je pense, ça a été vraiment le début de l'engagement. Tu sais, il y a des choses, des fois, quand tu as atteint un certain niveau de conscience sur des choses, tu peux pas faire marche arrière, en fait. Tu vois, donc, et en plus, c'était génial parce que c'était foisonnant. Il y avait l'époque de Nuit debout à permis, on a recensé toutes les alternatives. On a tenu 3 mois sur la savane, tous les 2 soirs. Je me sentais bien parce que j'étais entourée de gens qui étaient dans la même dynamique. Mais, donc, je me sentais bien et c'était une période où alors maintenant je peux mettre le mot dessus, le mot cercle de dialogue, mais c'était vraiment ça en fait. Il y avait des cercles ouverts, tout le monde pouvait venir, les clochards, tout le monde avait le droit de s'exprimer. Et c'est les premières expériences justement de groupe avec, tu sais, ces petits codes qu'on a dans la prise de parole en public et d'écouter, de savoir, de prendre le temps d'écouter. Et tu sais, avant j'étais avec une forte personnalité. Donc je défonçais les portes, je parlais beaucoup et tout. Et c'est là que j'ai appris à me poser, écouter, faire des prises de parole plus précises, plus concises, plus percutantes. Donc c'est vraiment le début et puis de rencontres de gens qui étaient dans cette dynamique-là, ce qui a créé vraiment un mouvement.
Alors ça a duré, hein, puisqu'on faisait, après on a duré 3 mois tous les 2 soirs, et après on faisait des rencontres tous les 15 jours, c'était soit échange, soit projection, on faisait des projections de conscientisation, un peu c'est l'époque Nuit debout, donc en mode pirate, on se branchait à la sauvage sur l'électricité, on tendait un drap entre 2 arbres pour projeter des films dont on n'avait pas les droits de diffusion. C'était la période Nuit debout, tu vois. Ça faisait partie du truc. Et puis très vite, enfin, Nuit debout s'est épuisé, putain de facteur humain, hein. C'est à cette époque-là aussi que j'ai découvert l'université des colibris, où j'avais fait un MOOC avec eux, que j'ai découvert cette expression de putain de facteur, PFH, putain de facteur humain. Et, ça c'est avec les égos des uns et des autres. Nuit debout, de toute façon ça s'est étouffé partout, hein. Et puis il y a une petite fille qui est arrivée avec un concept local life, collectif de citoyens, avec des actions. Et là aussi, tu vois, c'est là aussi que j'ai compris que les paroles et puis les enragés, machin, les revendications, c'est bien joli, mais que c'est l'action en fait. Quand tu es dans l'action avec les valeurs de bienveillance, et avec Local Life, on est vraiment allé dans l'action. Et comment votre entourage, vos proches, ceux qui avaient connu la Noël-Ambre événementielle, la Noël-Ambre les jeux d'argent, la Noël-Ambre, etc., qui était en train de changer, comment votre entourage, vos proches réagissaient à ça? Je sais pas, mais je sais que j'ai tout envoyé bouler. J'ai des souvenirs qu'à un moment, je me suis retrouvée dans une situation, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai plus rien à faire avec ces gens-là, en fait, tu vois, que oui, la fiesta, c'est bien joli, mais il n'y a pas que ça dans la vie. J'ai opté dans un contexte où la fille me dit, il y a un gars qui me harcelait un peu, on était dans un anniversaire sur la plage, la fille me dit, mais arrête de mettre de l'huile sur le feu, je dis, mais je suis pas un morceau de viande, quoi, tu vois. Donc j'envoyais tout le monde promener, j'ai ramassé mes affaires, je me suis cassée, j'ai du coup, à ce moment-là, arrêté effectivement toutes les sorties, des trucs un peu que j'estimais maintenant superficiels. Je sais pas ce que les gens ont pensé, j'ai envie de te dire que moi, étant alignée avec moi-même, ayant pris le temps du recul et de m'aligner, voilà. Et au niveau familial, ma mère nous a toujours accompagnés, tu vois. Donc, il n'y a pas eu de clash par rapport à ça. Tu sais, quand j'ai commencé à bosser, ma maman m'a dit, fais des économies. Et quand j'ai quitté mon boulot avec le plan social, ben oui, c'était plus le même train de vie, mais justement, ça m'a aussi permis de comprendre que on pouvait faire les choses très simplement on a la chance d'habiter dans un paradis. La Martinique, c'est un paradis. Et je disais beaucoup, moi, à partir du moment où j'ai les moyens de mettre de l'essence dans ma voiture, ça va. Et Dieu merci, toujours eu les moyens de mettre de l'essence dans ma voiture. Martinique, je veux dire, tu mets ta glacière dans ton coffre, tu mets une piscine gonflable dans ton coffre, tu la gonfles, tu la remplis d'eau chaude, tu te baignes dans de l'eau de Didier à 37 degrés parce que tu as gonflé ta piscine, tu vois. Donc bon, on habite dans un paradis, donc j'ai pas souffert de cette période où j'ai du coup appris à vivre simplement. Et là me vient la phrase de Pierre Rabhi qui parle de vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre. La Martinique fait qu'on peut avoir cette vie-là. Et puis, je te dis, le fait de ne plus avoir les mêmes revenus que sur mon premier boulot, j'ai appris à faire les choses simplement. Cette vie a changé du tout au tout facilement. Après, tu sais, comme j'ai été à une période quelqu'un de très entouré, tout ça a changé aussi. Tu vois, de voir que les gens d'avant n'avaient pas cette conscience et de me retrouver un peu plus isolée. Mais en même temps, je te dis, la période de Nuit debout avait permis de construire un autre réseau de gens engagés avec une conscience où on était, comme le dit Pierre Rabhi, le colibri qui fait sa part qui emmène sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie, il y a quand même un vrai incendie. Là, il est là, physiquement. Ils sont là, les incendies. Mais enfin, c'était le début de l'engagement.
Mais alors avec toute une période d'engagement, je crois que j'ai été pendant 4 ans bénévole en association avec juste des défraiements, des fois d'essence ou de courses, mais j'avais appris à vivre simplement. Tu vois. Et vous n'avez jamais pensé à renoncer à ce changement de vie? Ah non. Non, au contraire. Tu peux pas faire marche arrière. Quand tu as cette conscience-là, tu peux pas faire marche arrière. Qu'est-ce qui vous a aidé? Ma foi, je pense. À tenir. Ma foi, parce que j'étais parallèlement à tout ça dans un cheminement spirituel et ma foi dans l'univers, dans la vie, qui m'a toujours accompagnée quand même. Ça continue de me porter, en fait. À quoi ressemble la vie de Noël Ambre aujourd'hui? La vie, l'univers, je parle de l'univers. L'univers m'a servi sur un plateau. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'entendre ça, d'avoir, quand tu as confiance dans la vie, des fois, tu fais des choses. Je me rappelle, j'étais à Local Life et il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, ouais, le préfet cherche des femmes pour faire les vœux avec lui, est-ce que tu peux venir? Je suis pas très, tu vois, mais bon, je me suis dit, bon, je vais parler de mon engagement et j'ai fait les vœux avec le préfet et Jocelyne Béroy, d'autres femmes, d'autres martiniquaises, tu vois. Et, j'ai parlé de réseau, tout à l'heure. Mon réseau a fait que, aujourd'hui, l'univers m'a placé à ma juste place. Je ne cherche même pas à comprendre. Je sais, j'étais à Paris avec un copain qui gère ses comptes avec un tableau Excel. J'ai dit, écoute, Xavier, je sais pas, ça se régule tout seul, mais j'ai les moyens de faire tout ce que je veux faire. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'être au Parc naturel marin de Martinique où je protège la biodiversité marine avec le patrimoine culturel, avec les arts, avec la prospective, avec une marge de manœuvre qui me permet d'expérimenter des choses, avec les moyens, puisque c'est là, on n'est pas une association, tu vois, avec les moyens de faire les choses. Enfin bon, c'est merveilleux. Quel regard tu portes sur le chemin parcouru? Il pourrait y avoir des petites frustrations. J'ai pas eu d'enfant, mais si j'avais eu un enfant, est-ce que j'aurais quitté le PMU à l'époque? Est-ce que j'aurais fait tout ce que j'ai fait là? Ça fait partie de mon chemin pour pouvoir être en mesure de faire ce que je fais, ce que j'ai fait à l'époque de Nuit debout et tout ça, et ce que je fais aujourd'hui. Je suis assez fière de ce chemin parcours, oui, de la fierté, oui. Ou est-ce que tu aurais des regrets d'avoir tout changé? Aucun regret. C'est-à-dire, ce regret, encore, je suis même pas sûre que ce soit un regret de ne pas avoir eu d'enfant. Je suis même pas sûre que ce soit un regret, en fait. Mes amis sont fiers de moi parce que vraiment, tu vois, là où je suis aujourd'hui, j'agis au niveau de la Martinique. On est dans le réseau des aires marines protégées de la Caraïbe, donc la région Caraïbe, Grande Caraïbe, donc les États-Unis, la Colombie et tout ça. Alors, je suis un peu un extraterrestre, quand même, tu vois, puisque j'ai mon cheminement spirituel, j'ai tu sais cette conscience de choses, mais cette curiosité, cette ouverture d'esprit qui fait que je suis au niveau professionnel des fois parfois considérée comme une extraterrestre, mais les résultats sont là, donc je suis plus en étant plus alignée avec ce que tu es. Alors, je continue de travailler parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi. Lorsqu'on parle de shadow work, de travailler sur ses blessures, de rencontrer son enfant intérieur et tout ça, c'est pas toujours confortable, mais la vie me le rend bien en fait. Tu vois, parce que les choses s'alignent. Alors, après cette expérience de vie, après avoir expérimenté ce changement radical, est-ce que tu serais prête à recommencer? Je pense, oui. Ouais, je pense vraiment. Et j'y pense, parce que j'aimerais finir ma vie dans un éco-village. Et je sais pas si je vais réussir, c'est une co-création, un éco-village. Donc, je sais pas si je vais réussir à co-créer ça en Martinique. Tu serais prête à tout changer de nouveau? Ouais. Aller vivre dans la nature? Oui, avec le jardin permacole, la vie d'un éco-village, c'est-à-dire que c'est une vie en communauté. Dans l'éco-village dont je rêve, chacun a son petit bungalow, tu vois, mais il y a quand même une vie avec des tâches en commun, jardin à entretenir, en Martinique ou ailleurs. Si c'est en Martinique, je pourrais continuer à faire le métier que je fais là, je peux, tu vois, j'en parle de retraite, le métier que je fais là, je sens que je peux le faire jusqu'à 80 ans, tu vois. Je veux dire,
avoir cette capacité de faire, c'est presque de la recherche en fait, d'expérimentation recherche sur comment est-ce que on peut impulser au niveau de la mobilisation des citoyens un changement d'attitude plus respectueux, plus en harmonie avec le vivant. Ça, je peux faire ça jusqu'à 80 ans. Hein. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer La Première France Télévisions, conçu et coordonné par Patrice et Lydie Kozak. Noël Ambre, une rencontre et un entretien orchestré en Martinique par Federica. Merci aux équipes radio de Martinique La Première. Musiques originales et mixages signés Louise Beau, alias Azraël.